Ce dimanche d'automne, quand Jeanne arriva chez ses parents, une sensation étrange l'accompagnait depuis le trajet. Elle ne parvenait pas à expliquer exactement ce que c'était, mais quelque chose dans l'air semblait différent, comme si un changement subtil planait sur cet après-midi qui aurait dû être comme tant d'autres. À 28 ans, Jeanne avait appris à faire confiance à son instinct. Son travail d'assistante sociale lui avait enseigné que les petits détails révélèrent souvent de grandes vérités. C'était peut-être cette expérience qui faisait maintenant battre son cœur un peu plus vite en approchant de la maison familière. « Jeanne, ma chérie !» La voix de sa mère résonna depuis la cuisine, chaleureuse comme toujours. « Amélie a une merveilleuse nouvelle à t'annoncer. » En franchissant le seuil, Jeanne découvrit sa sœur cadette rayonnante au centre du salon. Amélie, 25 ans, avait toujours eu ce don pour captiver l'attention. Aujourd'hui, son sourire semblait encore plus éclatant que d'habitude. « Jeanne !» Amélie s'élança vers elle, les bras grands ouverts. « Je voulais que tu sois la première à le savoir. Thomas et moi, nous nous sommes fiancés. » Un homme se leva du canapé, grand et élégant, avec un sourire qui ne parvenait pas tout à fait à masquer une certaine nervosité. Quelque chose dans ses traits éveilla un vague souvenir chez Jeanne, mais elle ne parvenait pas à saisir quoi. « Thomas, voici ma sœur Jeanne, » dit Amélie en glissant naturellement son bras sous celui de son fiancé, « celle dont je t'ai tant parlé. » Les présentations se firent avec la politesse habituelle, mais Jeanne remarqua que Thomas évitait légèrement son regard. Peut-être était-il simplement timide. Leurs parents, assis côte à côte, observèrent la scène avec un bonheur évident, comme s'ils assistaient à un spectacle parfaitement orchestré. « Je vais préparer le chocolat chaud », annonça Amélie avec un enthousiasme particulier. Pour fêter cette nouvelle. Dans la cuisine, Amélie s'affaira avec des gestes précis. Jeanne l'observait depuis l'embrasure de la porte, notant comment sa sœur prenait un soin particulier à préparer chaque tasse. Il y avait quelque chose de cérémonial dans ses mouvements, comme si ce moment revêtait une importance particulière. « C'est toujours ton préféré, n'est-ce pas ?» dit Amélie en se tournant vers Jeanne avec un sourire qui paraissait légèrement forcé. Elle tenait une tasse fumante entre ses mains, la présentant comme une offrande. « Bois-le tant qu'il est chaud. » L'odeur qui s'échappait de la tasse frappa immédiatement Jeanne. Ce n'était pas l'arôme familier et réconfortant qu'elle connaissait depuis l'enfance. Cette fois, une note amère et métallique se mêlait au chocolat, créant quelque chose d'inhabituel et de troublant. Leurs parents étaient revenus dans la cuisine, observant la scène avec des sourires ravis. Tout semblait parfait, presque trop parfait. Amélie tenait toujours la tasse, ses yeux fixés sur Jeanne avec une intensité qu'elle essayait de dissimuler derrière son sourire exagérément joyeux. L'instinct professionnel de Jeanne se réveilla soudain. Cette même intuition qui l'avait si souvent protégée dans son travail lui soufflait maintenant que quelque chose n'allait pas. Sans vraiment réfléchir, profitant d'un moment d'inattention générale, elle échangea discrètement sa tasse avec celle que Thomas venait de poser sur le comptoir. Les 15 minutes qui suivirent s'écoulèrent dans une conversation apparemment normale. Thomas parlait de son travail, Amélie planifiait déjà leur mariage, leurs parents posaient 1000 questions heureuses. Mais Jeanne ne parvenait pas à se détendre. Elle observait sa sœur du coin de l'œil, notant comment Amélie jetait de fréquents coups d'œil vers la tasse que Jeanne était censée avoir bu. Puis, brusquement, tout bascula. Thomas porta la tasse à ses lèvres pour finir son chocolat. Quelques secondes plus tard, son visage se contracta. La tasse lui échappa des mains et se brisa sur le carrelage dans un fracas qui fit sursauter tout le monde. « Thomas !» cria Amélie. Mais il était déjà en train de s'effondrer, son corps secoué de convulsions violentes. Les cris éclatèrent dans la cuisine. Leurs parents se précipitèrent. Amélie semblait hystérique. Dans cette confusion totale, Jeanne croisa un instant le regard de sa sœur. Ce qu'elle y vit la glaça jusqu'aux os. Dans les yeux d'Amélie, il n'y avait ni surprise, ni peur, mais une déception profonde et froide. À ce moment-là, Jeanne comprit une vérité terrifiante. Elle n'avait pas été témoin d'un accident. Elle avait été la cible d'un plan minutieusement préparé. Et désormais, il était déjà trop tard pour faire comme si rien ne s'était passé. Mais une question brûlante demeurait. Pourquoi sa propre sœur avait-elle voulu la tuer? L'ambulance disparut dans la nuit, emportant Thomas vers l'hôpital dans un concert de sirènes qui résonnait encore dans l'air froid. Jeanne se tenait sur le perron, les jambes tremblantes, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer.
Les mots du médecin urgentiste tournaient en boucle dans sa tête. Empoisonnement au barbiturique, dose potentiellement létale. Dans le salon, ses parents étaient effondrés sur le canapé, le visage livide. Sa mère pleurait silencieusement, tandis que son père fixait le vide, incapable de comprendre comment un simple dimanche en famille avait pu tourner au cauchemar. L'atmosphère était lourde, chargée d'une angoisse qui semblait collée au mur. « Comment est-ce possible ?» murmurait sa mère entre deux sanglots. Thomas semblait si bien, si heureux. Amélie était revenue de l'hôpital 1 heure plus tôt, officiellement pour prendre des affaires personnelles de Thomas. Maintenant, elle se tenait debout près de la fenêtre, ses mains tremblant légèrement. Quand elle se retourna vers la famille, ses yeux étaient rouges, mais déterminés. « Il faut que vous sachiez quelque chose », dit-elle d'une voix qui se voulait ferme malgré l'émotion. « Quelque chose que j'ai découvert ces dernières semaines, sur Thomas. » Jeanne sentit son sang se glacer. Il y avait quelque chose dans le ton de sa sœur, une préparation, comme si elle s'apprêtait à réciter un texte soigneusement répété. « Thomas n'était pas l'homme que nous pensions », continua Amélie en sortant son téléphone. « Regardez. » Elle leur montra une série de photos troublantes. On y voyait Thomas à différents endroits, toujours en train d'observer quelqu'un dans la distance. La personne photographiée était toujours la même, Jeanne, au café près de son travail, devant son immeuble, dans le parc où elle avait l'habitude de courir. « Mon Dieu !» souffla leur père. « Depuis quand ?»« Plusieurs mois, apparemment », répondit Amélie en affichant d'autres images sur son écran. « J'ai trouvé ça sur son ordinateur portable quand j'ai voulu prendre ses papiers d'assurance. Il y a aussi des recherches. » L'écran révéla un historique de navigation glaçant, barbituriques effets, doses mortelles somnifères, empoisonnement indétectable. Les dates remontaient à plusieurs semaines. Jeanne observait ces preuves avec un mélange de fascination et d'horreur. Tout semblait si parfaitement organisé, si méthodiquement préparé. Trop parfait, peut-être. « Mais pourquoi aurait-il voulu faire du mal à Jeanne ?» demanda leur mère, la voix brisée par l'incompréhension. Amélie prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage pour révéler quelque chose de particulièrement douloureux. « Je pense qu'il était obsédé par elle depuis notre première rencontre. Il posait sans cesse des questions sur Jeanne, voulait tout savoir de sa vie, de ses habitudes. Au début, j'ai cru qu'il était juste curieux de connaître ma famille. Mais maintenant, sa voix se brisa, et elle porta une main à sa bouche comme pour retenir un sanglot. Maintenant, je comprends qu'il voulait m'épouser pour se rapprocher d'elle. Et quand il a réalisé que Jeanne ne s'intéresserait jamais à lui, il a décidé de l'éliminer, pour que personne d'autre ne puisse la voir. » Le silence qui suivit était pesant. Leurs parents échangèrent des regards horrifiés, essayant d'assimiler cette révélation épouvantable. Pour eux, l'explication d'Amélie avait un sens terrible mais cohérent. Seule Jeanne demeurait immobile, l'esprit en ébullition. Quelque chose ne collait pas dans cette version si parfaitement ficelée. Comment Amélie avait-elle pu découvrir tous ces éléments si rapidement? Et surtout, pourquoi ces preuves semblaient-elles avoir été préparées à l'avance? Un détail la frappait particulièrement. Dans le regard d'Amélie, au moment où Thomas s'était effondré, elle n'avait vu aucune surprise. Juste de la déception. Comme si les choses ne s'étaient pas déroulées selon le plan prévu. « La police va vouloir nous interroger demain », annonça Amélie en rangeant son téléphone. « Il faudra leur montrer tout ça. Thomas doit répondre de ses actes, s'il s'en sort. » Leurs parents acquiescèrent, encore sous le choc. Ils semblaient soulagés d'avoir une explication, même terrible, à ce qui venait de se passer. Amélie les réconforta avec des gestes tendres, jouant parfaitement son rôle de fiancée trahie et de sœur protectrice. Mais Jeanne ne parvenait pas à chasser une pensée troublante. Si Thomas avait vraiment voulu l'empoisonner, pourquoi aurait-il bu dans la tasse qu'elle était censée utiliser? L'échange avait été discret, mais pas invisible. Une hypothèse terrifiante commençait à prendre forme dans son esprit. Et si toute cette mise en scène avait été orchestrée par quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui connaissait suffisamment bien Thomas pour préparer des preuves contre lui? Quelqu'un qui avait accès à son ordinateur, à ses affaires personnelles? Dans le silence de la nuit, une question brûlante résonnait dans la tête de Jeanne. Qui d'autre qu'Amélie aurait pu planifier un piège si parfait? Le lendemain matin,
Jeanne se réveilla avec une sensation de malaise qui n'avait fait que grandir pendant la nuit. Les images de la veille dansaient encore dans sa tête. Thomas s'effondrant, Amélie sortant ses preuves si opportunément découvertes, le regard étrange de sa sœur au moment crucial. Après avoir pris des nouvelles rassurantes de Thomas à l'hôpital, il était stable mais encore inconscient, Jeanne décida de mener sa propre enquête. Son instinct professionnel lui soufflait que quelque chose clochait dans l'histoire parfaitement construite d'Amélie. Elle commença par fouiller dans ses souvenirs, remontant le fil de ses relations amoureuses passées. Un détail troublant émergea progressivement. Chacune de ces ruptures avait été précédée d'incidents bizarres, de malentendus soudains qui n'avaient jamais trouvé d'explication satisfaisante. Il y avait eu Marc, 2 ans plus tôt. Leur relation filait le parfait amour quand, du jour au lendemain, il était devenu distant et méfiant. Il l'avait accusé de dire du mal de lui à ses amis, de le critiquer dans son dos. Jeanne n'avait jamais compris d'où venaient ces accusations. Puis David, l'année suivante. Lui aussi s'était montré soudainement agressif, prétendant qu'elle le trompait, brandissant des preuves qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Des témoignages de personnes qui auraient vu Jeanne avec un autre homme, des messages qu'elle était censée avoir envoyés. Et maintenant, avec le recul, elle se souvenait d'un autre détail troublant. À chaque fois, Amélie s'était montrée particulièrement compatissante après ses ruptures. Sa sœur la consolait avec une douceur presque excessive, posant 1000 questions sur ce qui s'était passé, sur les sentiments de Jeanne. « Il ne te méritait pas », disait toujours Amélie. « Tu verras, le bon finira par arriver. » L'après-midi, Jeanne prit son courage à 2 mains et contacta Maxime, son grand amour d'il y a 3 ans. Leur rupture l'avait particulièrement marquée parce qu'elle n'avait jamais compris ce qui avait mal tourné entre eux. « Jeanne ?» La voix de Maxime au téléphone semblait surprise mais pas déplaisante. « Quelle surprise ! Comment vas-tu ?» Après les politesses d'usage, Jeanne aborda directement le sujet qui la préoccupait. « Maxime, je sais que ça peut paraître étrange après tout ce temps, mais tu te souviens de notre rupture, ce qui t'avait poussé à partir ?» Un silence embarrassé s'installa avant qu'il ne réponde. « Écoute, Jeanne, je ne veux pas rouvrir de vieilles blessures, mais ta sœur m'avait contactée à l'époque. Elle m'avait montré des choses, des photos de toi avec un autre homme. Elle semblait vraiment inquiète pour toi. Elle disait que tu avais des problèmes, que tu n'allais pas bien. » Le cœur de Jeanne se serra. Quelle photo. Des clichés où tu embrassais quelqu'un d'autre. Amélie m'a expliqué que tu traversais une période difficile, que tu enchaînais les relations sans t'en rendre compte. Elle voulait juste me protéger, disait-elle. Jeanne ferma les yeux. Ces photos n'avaient jamais existé. Elle en était certaine. Ou alors elles avaient été truquées avec un talent consommé. Et tu l'as cru ? J'étais jeune, Jeanne. Et ta sœur semblait si sincèrement inquiète. Elle pleurait en me montrant ces images. J'ai pensé qu'elle agissait par amour pour toi. Après avoir raccroché, Jeanne resta immobile dans son salon, les pensées tourbillonnant. Le même schéma se répétait. Amélie qui s'immisçait dans ses relations, qui semait le doute avec des preuves fabriquées, qui consolait ensuite sa pauvre sœur abandonnée. Mais pourquoi ? Quelle satisfaction Amélie trouvait-elle à saboter méthodiquement sa vie amoureuse ? L'appel de l'hôpital interrompit ses réflexions. Thomas avait repris connaissance et demandait à la voir. Contre l'avis de ses parents et d'Amélie, Jeanne décida de s'y rendre. Elle le trouva pâle mais lucide, perfusé et surveillé de près. Quand il la vit entrer, ses yeux s'emplirent d'un mélange de soulagement et de peur. « Jeanne !» Sa voix était faible mais déterminée. « Ah, il faut que tu saches, Amélie, ce n'est pas ce que tu crois. » Il lui raconta alors comment Amélie l'avait approché plusieurs mois auparavant. Elle se présentait comme une amie inquiète, expliquant que Jeanne était dangereuse pour les hommes qu'elle fréquentait. Elle avait des preuves, disait-elle, que sa sœur souffrait de troubles psychologiques graves. Elle m'a montré un dossier complet sur toi, chuchota Thomas. Des photos, des témoignages de tes ex qui confirmaient tes problèmes. Elle voulait me protéger, prétendait-elle. Mais alors pourquoi as-tu accepté de sortir avec elle ? Parce que contrairement aux autres, j'ai voulu vérifier. J'ai essayé de te rencontrer, de voir par moi-même si tout ça était vrai. Et j'ai compris qu'Amélie mentait. Thomas ferma les yeux, épuisé par cet effort. C'est pour ça qu'elle a tenté de nous éliminer tous les deux, Jeanne. Parce que j'avais découvert la vérité sur ses manipulations.
Dans le silence de la chambre d'hôpital, une réalité glaçante s'imposait. Amélie avait orchestré un plan parfait pour se débarrasser d'elle, en utilisant Thomas comme coupable idéal. Mais combien d'autres vies sa sœur avait-elle déjà brisées dans l'ombre? 3 jours après l'empoisonnement, Thomas était suffisamment rétabli pour recevoir son congé de l'hôpital. Malgré les protestations véhémentes d'Amélie et l'inquiétude de leurs parents, il avait insisté pour parler seul à seul avec Jeanne avant de partir. « Il y a quelque chose que tu dois voir », lui dit-il d'une voix encore affaiblie. « Amélie garde des objets, des choses qui t'appartiennent. » Le cœur de Jeanne se serra. « Que veux-tu dire ? Dans sa chambre, chez tes parents, j'ai vu des boîtes, des photos, beaucoup de photos, et d'autres choses aussi. » Thomas avait profité d'un moment où Amélie était partie chercher des affaires à l'hôpital pour explorer discrètement leur futur foyer. Ce qu'il avait découvert l'avait suffisamment troublé pour qu'il décide de creuser davantage. Elle a aménagé une pièce entière, comme un sanctuaire dédié à toi. Cette révélation glaça Jeanne jusqu'aux os. Le soir même, profitant de l'absence d'Amélie qui veillait Thomas dans un autre hôpital pour une consultation de contrôle, elle se rendit chez ses parents. Ils dormaient déjà, épuisés par les émotions de ces derniers jours. La chambre d'Amélie n'avait pas changé depuis l'adolescence. Posters romantiques, peluches soigneusement rangées, bureau impeccable. Tout semblait normal, presque trop normal. Jeanne fouilla discrètement, cherchant ce dont Thomas avait parlé. C'est en déplaçant l'armoire qu'elle découvrit la porte dissimulée derrière. Un petit espace sous les combles qui avait été transformé en quelque chose d'impensable. Les murs étaient entièrement couverts de photographies de Jeanne, depuis l'enfance jusqu'à des clichés récents pris à son insu. Certaines photos la montraient dans son appartement, d'autres dans la rue, au travail, avec des amis. Des centaines d'images qui témoignaient d'une surveillance constante et méticulée. Sur une étagère, des boîtes soigneusement étiquetées contenaient des objets personnels que Jeanne croyait perdus. Sa brosse à cheveux d'adolescente, des bijoux disparus, des lettres d'amour qu'elle avait écrites et jamais envoyées. Même ses anciennes dents de lait étaient là, conservées dans de petits sachets datés. Mais le plus troublant restait le cahier posé sur un pupitre au centre de la pièce. Un épais carnet relié de cuir rouge, rempli d'une écriture serrée et régulière. Jeanne l'ouvrit avec des mains tremblantes. Journal de préservation de Jeanne, était-il écrit sur la première page. Les entrées remontaient à plus de 10 ans. Amélie y documentait chaque aspect de la vie de sa sœur avec une précision maniaque. Les hommes que Jeanne rencontrait y étaient analysés, jugés, classés selon leur dangerosité pour elle. Marque, trop possessif, risque de briser sa confiance, action requise, élimination. Méthode, fausse rumeur via Julie, amie commune. Résultat, rupture obtenue après 3 semaines. David, manipulateur subtil, pourrait l'influencer négativement. Action, photo compromettante fabriquée avec logiciel, transmission anonyme. Résultat, rupture violente, Jeanne blessée, mais préservée. Maxime, le plus dangereux. Jeanne l'aime vraiment. Risque de perte définitive. Action urgente nécessaire. Méthode, rencontre directe, larmes, photos truquées. Résultat, succès total. Jeanne libre à nouveau. Page après page, Jeanne découvrait l'ampleur systématique des manipulations subies. Amélie ne se contentait pas de saboter ses relations. Elle orchestrait sa solitude avec la patience d'une araignée tissant sa toile. Les dernières entrées concernaient Thomas et révélaient un plan d'une froideur glaçante. Thomas résiste aux preuves habituelles. Vérifie directement avec Jeanne. Situation critique. Il pourrait s'allier contre moi. Solution finale nécessaire. Puis, quelques lignes plus loin, barbiturique commandée, dose calculée selon poids de Jeanne, élimination discrète le dimanche. Thomas sera le coupable parfait. Preuve déjà préparée sur son ordinateur. Plan infaillible. La dernière ligne était ragée, écrite avec une encre plus sombre. Échec. Thomas a bu à ma place. Jeanne suspecte maintenant. Doit modifier stratégie. Jeanne referma le cahier, les mains tremblantes. Elle venait de comprendre une vérité terrifiante. Pour Amélie, elle n'était pas une sœur à protéger. Elle était un objet précieux à posséder, à isoler du monde extérieur, quitte à détruire tous ceux qui s'en approchaient. Dans cette pièce secrète, entourée de toute une vie minutieusement espionnée et documentée,
Jeanne réalisa enfin l'ampleur de sa prison dorée. Sa propre sœur était devenue sa geôlière la plus parfaite. Le lendemain matin, Jeanne attendait Amélie dans le salon familial, le journal de cuir rouge posé devant elle sur la table basse. Elle avait passé la nuit blanche à relire ces pages terrifiantes, essayant de comprendre comment sa propre sœur avait pu orchestrer une telle manipulation pendant des années. Quand Amélie franchit le seuil, son sourire habituel se figea immédiatement en découvrant le cahier. Pendant quelques secondes, un silence pesant s'installa entre les deux sœurs. Puis, lentement, le masque de douceur d'Amélie commença à se fissurer. « Tu n'aurais pas dû fouiller dans mes affaires », dit-elle d'une voix étrangement calme. « Certaines choses sont mieux gardées secrètes. » « Secrètes ?» Jeanne se leva, tremblante de colère contenue. « Amélie, tu m'as espionnée pendant des années. Tu as détruit toutes mes relations. Tu as essayé de me tuer. » Amélie s'approcha lentement, sans quitter le cahier des yeux. Son expression avait changé, révélant quelque chose de froid et de déterminé que Jeanne n'avait jamais vu auparavant. « Tu ne comprends rien, » murmura Amélie. « Absolument rien. » Elle s'assit en face de sa sœur, prenant soudain des allures de prédateur face à sa proie. « Tous ces hommes, ils n'étaient pas dignes de toi, Jeanne. Aucun d'entre eux. Marc était possessif et violent. David te mentait constamment. Maxime t'aurait brisé le cœur tôt ou tard. » Sa voix se faisait plus intense, presque hypnotique. « Moi, je te protégeais. Je préservais ta beauté, ta pureté. Tu es parfaite, Jeanne. Mais tu ne le vois pas. Tu te laisses salir par des hommes qui ne comprennent pas ta valeur. » Jeanne la regardait avec horreur, découvrant enfin la vraie nature de sa sœur. « Amélie, tu es malade. Ce que tu appelles protection, c'est de la manipulation pure. » Le visage d'Amélie se durcit. « Malade ? Non, Jeanne. Je suis la seule qui t'aime vraiment. La seule qui voit qui tu es réellement. » Elle remonta alors les manches de son pull, révélant ses avant-bras couverts de cicatrices soigneusement dissimulées. Des dizaines de petites entailles, certaines anciennes, d'autres plus récentes. Tu vois ça ? Chaque cicatrice correspond à un échec dans ta protection. Chaque fois qu'un homme te faisait souffrir avant que j'aie pu intervenir. Chaque fois que tu pleurais à cause de quelqu'un d'autre. Jeanne porta une main à sa bouche, horrifiée par cette révélation. C'est pour ça que j'ai commencé à agir plus directement, continua Amélie avec un calme effrayant. Les larmes me faisaient trop mal. Il fallait que j'empêche ta souffrance avant qu'elle n'arrive. « Mais pourquoi, Thomas ?» demanda Jeanne d'une voix brisée. « Pourquoi avoir voulu nous tuer tous les deux ?» Un sourire étrange passa sur les lèvres d'Amélie. Thomas était différent. Il a résisté à mes explications habituelles. Il voulait vérifier par lui-même, comprendre qui tu étais vraiment. Elle se pencha en avant, ses yeux brillant d'une lueur inquiétante. J'ai réalisé qu'il pourrait te révéler mes méthodes, qu'il pourrait t'éloigner de moi définitivement. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter. Alors tu as décidé de m'assassiner ? Pas t'assassiner, corrigea Amélie avec une douceur terrifiante. Te préserver, si je ne pouvais plus te protéger vivante. Alors mieux valait te garder pure pour l'éternité, loin de tous ceux qui veulent te détruire. Jeanne recula, comprenant enfin l'ampleur de la folie de sa sœur. Amélie ne la voyait plus comme une personne, mais comme un objet précieux qu'elle devait préserver coûte que coûte. « Tu es folle », chuchota-t-elle. Le sourire d'Amélie se fit plus large, presque serein. « Non, Jeanne, je suis la seule qui t'aime assez pour faire ce qui était nécessaire. » À ce moment-là, leurs parents entrèrent dans le salon, alertés par les éclats de voix. Ils découvrirent le cahier ouvert, les cicatrices sur les bras d'Amélie et l'expression de terreur absolue sur le visage de Jeanne. « Que se passe-t-il ici ?» demanda leur père, la voix tremblante. Jeanne regarda ses parents, puis sa sœur qui conservait son sourire paisible malgré la situation. Elle comprit qu'elle était seule face à un monstre qui portait le visage de l'amour familial. Pour la première fois de sa vie, elle allait devoir choisir entre sa famille et sa survie. Les jours qui suivirent la confrontation avec Amélie furent les plus difficiles de la vie de Jeanne. Ses parents, confrontés aux preuves accablantes du cahier et aux aveux troublants de leur fille cadette, oscillaient entre déni et effondrement total. Leur monde parfaitement ordonné venait de s'écrouler en quelques heures. Amélie avait été internée en urgence après avoir menacé de se faire du mal, mais ses dernières paroles résonnaient encore dans l'esprit de Jeanne. « Tu verras,
Sans moi, tu ne seras plus rien. Personne ne t'aimera jamais comme je t'ai aimé. » Isolée socialement par des années de manipulation invisible, Jeanne se retrouvait seule face à un vide émotionnel vertigineux. Ses amis, influencés par les mensonges subtils d'Amélie, gardaient leur distance. Ses collègues la regardaient avec une curiosité malsaine depuis que l'affaire avait fait les gros titres locaux. C'est dans cet état de détresse profonde qu'elle poussa la porte du cabinet du docteur Martin, un thérapeute spécialisé dans les violences psychologiques que lui avait recommandé Thomas. « Bonjour Jeanne », dit l'homme aux cheveux grisonnants, avec une douceur professionnelle. « Thomas m'a expliqué votre situation. Voulez-vous me parler de ce que vous ressentez en ce moment ?» Pour la première fois depuis des semaines, Jeanne se laissa aller complètement. Les larmes coulèrent sans retenue, tandis qu'elle racontait sa découverte progressive de la manipulation systématique subie. « J'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis vraiment », avoua-t-elle. « Pendant des années, j'ai adapté mes choix, mes goûts, mes désirs à ce qu'Amélie approuvait sans même m'en rendre compte. Maintenant, je ne sais plus ce qui vient de moi ou d'elle. » Docteur Martin hocha la tête avec compréhension. « Ce que vous décrivez s'appelle une relation d'emprise totale. Votre sœur a construit autour de vous une prison invisible, dont vous ne perceviez même pas les barreaux. » Au fil des séances, Jeanne apprit à identifier les mécanismes subtils qui avaient dirigé sa vie. Amélie n'avait jamais donné d'ordre direct. Elle suggérait, influençait, orientait avec une habileté consommée. « Rappelez-vous, » l'encourageait docteur Martin, « quand vous étiez petite, que rêviez-vous de devenir? Quelles étaient vos passions avant qu'elles ne commencent à les modeler ?» Lentement, des souvenirs enfouis refaisèrent surface. Jeanne se rappelait son amour pour la photographie, étouffée quand Amélie avait décrété que c'était un hobby égoïste. Son envie de voyager, découragée par les inquiétudes constantes de sa sœur sur les dangers du monde. « Elle ne m'empêchait jamais directement, » réalisait Jeanne, mais elle savait exactement comment me faire douter de mes propres désirs. Un mois après le début de la thérapie, docteur Martin lui révéla quelque chose de troublant. « Votre sœur m'avait contactée il y a 2 ans, Jeanne. Elle se présentait comme inquiète pour votre santé mentale, cherchant des conseils pour vous aider. » Jeanne sentit son sang se glacer. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle me questionnait sur vos supposés troubles relationnels, vos difficultés à maintenir des liens stables. À l'époque, j'avais trouvé ces questions étrangement précises, comme si elle connaissait déjà les réponses. Cette révélation acheva de convaincre Jeanne qu'Amélie avait anticipé chaque aspect de sa manipulation, y compris la possibilité que sa victime cherche de l'aide professionnelle. Peu à peu, avec l'aide du thérapeute, elle commença à reprendre contact avec d'anciens amis. Certains, comme sa collègue Sandra, avouèrent avoir ressenti le malaise sans pouvoir l'exprimer. « Il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont ta sœur parlait de toi », lui confia Sandra. « Elle semblait si protectrice, mais ses conseils sur tes relations étaient toujours destructeurs. Je n'ai jamais osé te le dire. » Thomas, complètement rétabli, devint un soutien précieux dans cette reconstruction. Ensemble, ils décidèrent de porter plainte contre Amélie pour tentative d'empoisonnement et harcèlement moral systématique. Ce ne sera pas facile, les prévint l'avocat spécialisé qu'ils consultèrent. Les violences psychologiques familiales sont difficiles à prouver. Mais avec le journal et les témoignages, nous avons de solides arguments. Un soir, en triant ses affaires, Jeanne tomba sur son ancien appareil photo, rangé dans un placard depuis des années. En le reprenant en main, elle sentit quelque chose se réveiller en elle. Une passion authentique, non filtrée par le regard d'Amélie. Pour la première fois depuis des mois, elle sourit vraiment. Le chemin de la guérison serait long, mais elle venait de faire ses premiers pas vers la liberté. 6 mois après l'empoisonnement, le procès d'Amélie s'ouvrit dans une atmosphère tendue. La salle d'audience était bondée, l'affaire ayant attiré l'attention des médias locaux qui y voyaient un fait divers, saisissant. Une sœur qui tentait d'empoisonner sa propre famille. Jeanne prit place au premier rang, Thomas à ses côtés. En face d'eux, Amélie apparaissait fragile et amaigrie, vêtue d'une robe sage qui accentuait son allure de victime incomprise. Même dans cette situation, elle parvenait encore à projeter une image touchante. L'expertise psychiatrique, lue en premier, révéla un diagnostic complexe. Troubles délirants de protection avec épisodes obsessionnels. Dr Leblanc, l'expert, expliqua au tribunal qu'Amélie souffrait d'une pathologie rare mais documentée.
L'accusé présente un délire systématisé autour de la protection de sa sœur, déclara-t-il d'une voix professorale. Elle considère sincèrement que ses actions étaient justifiées et nécessaires. Cependant, elle demeure parfaitement consciente de la nature de ses actes. Quand vint le moment pour Amélie de témoigner, elle se leva avec une dignité étudiée. Sa voix était douce, empreinte d'une tristesse qui semblait authentique. « Je regrette profondément que les choses aient mal tourné, » dit-elle en regardant directement Jeanne. « Tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour ma sœur, pour la protéger d'hommes qui l'auraient détruite. » Elle marqua une pause, ses yeux se remplissant de larmes calculées. Thomas était différent des autres. Il refusait de voir les signes de danger que je lui montrais. J'ai eu peur. Peur qu'il entraîne Jeanne dans quelque chose qui lui ferait du mal. L'avocat général se leva pour son contre-interrogatoire. « Madame Amélie, reconnaissez-vous avoir délibérément empoisonné le chocolat chaud destiné à votre sœur ? J'ai voulu la préserver, » répondit Amélie avec une sincérité troublante. « Si elle ne pouvait pas être heureuse dans ce monde cruel, alors vous avez décidé de la tuer ?» Amélie baissa la tête, comme accablée par le poids de ses actes. Je pensais que c'était mieux pour elle. Un sommeil paisible plutôt qu'une vie de souffrance. Le témoignage de Jeanne fut le moment le plus éprouvant du procès. Face à sa sœur, elle dut revivre publiquement des années de manipulation psychologique. Sa voix tremblait au début, mais elle gagna en assurance en décrivant la découverte du journal et des objets volés. J'ai mis du temps à comprendre que ce que ma sœur appelait de l'amour était en réalité de la possession, déclara-t-elle. Elle n'a jamais cherché mon bonheur. Elle voulait me garder pour elle seule, quitte à détruire tous ceux qui s'approchèrent de moi. Thomas témoigna ensuite, décrivant avec précision comment Amélie l'avait manipulée avec de fausses preuves. Puis ce fut au tour de Maxime et de 2 autres ex-petits amis de Jeanne, venus expliquer comment ils avaient été bernés par les mensonges d'Amélie. Le moment le plus poignant arriva avec le témoignage des parents. Leur père, vieilli par cette épreuve, admit leur aveuglement avec une sincérité déchirante. « Nous avons fermé les yeux sur des signaux que nous aurions dû voir », confessa-t-il. « Amélie était notre petite dernière, si fragile. Nous n'avons jamais imaginé qu'elle puisse faire du mal à sa propre sœur. » Leur mère, les larmes aux yeux, ajouta « Nous avons failli à notre devoir de parents. Nous aurions dû protéger nos 2 filles. » Lors de sa plaidoirie finale, l'avocat d'Amélie tenta de jouer sur la maladie mentale et l'amour familial dévoyé. Mais l'avocat général fut implacable, rappelant la préméditation évidente et la manipulation systématique révélée par le journal. Le verdict tomba après 3 heures de délibération. Amélie était reconnue coupable de tentative d'empoisonnement avec préméditation et de harcèlement moral aggravé. Elle était condamnée à 10 ans d'internement psychiatrique obligatoire avec suivi judiciaire renforcé. En entendant la sentence, Amélie tourna une dernière fois son regard vers Jeanne. Dans ses yeux, nul remords ni acceptation, mais une tristesse profonde et une conviction inébranlable qu'elle avait agi pour le bien de sa sœur. Avant d'être emmenée, elle prononça quelques mots qui glacèrent l'assistance. « Un jour, Jeanne, quand tu seras vraiment blessée par ce monde impitoyable, tu comprendras que j'étais la seule à t'aimer de façon pure. » Le procès était terminé. La justice avait été rendue. Mais pour Jeanne, le véritable travail de reconstruction ne faisait que commencer. 8 mois après le procès, Jeanne avait quitté sa ville natale pour s'installer dans une petite commune à 2 heures de route. Ce nouveau départ géographique accompagnait sa renaissance intérieure, loin des regards curieux et des souvenirs douloureux qui hantaient chaque coin de rue de son ancienne vie. Elle avait trouvé un poste d'assistante sociale dans un centre d'aide aux victimes de violences familiales. Ironie du sort, son expérience personnelle lui donnait une compréhension unique des mécanismes de manipulation qu'elle n'aurait jamais acquis autrement. « Votre histoire peut aider d'autres femmes », lui avait dit Madame Dubois, la directrice du centre, lors de son entretien d'embauche. « Vous savez mieux que quiconque reconnaître les signaux d'alarme. » C'est dans ce contexte professionnel que Jeanne rencontra David, un collègue assistant social spécialisé dans l'accompagnement des hommes victimes de relations toxiques. Lui-même avait survécu à une relation destructrice avec une ex-compagne manipulatrice, ce qui créait entre eux une compréhension mutuelle rare. Leur relation se construisit lentement, sans précipitation ni fausse passion. David respectait les cicatrices invisibles de Jeanne et elle appréciait sa patience face à ces moments de doute et de méfiance encore présents. « Prends le temps qu'il te faut.
lui disait-il quand elle s'excusait de sa prudence excessive. La confiance, ça se reconstruit pierre par pierre. Leurs parents venaient lui rendre visite 1 fois par mois. Relation empreinte de culpabilité et de tendresse maladroite. Ils suivaient eux aussi une thérapie familiale avec Dr Martin, pour comprendre comment ils avaient pu passer à côté de la manipulation d'Amélie pendant tant d'années. « Nous essayons de réparer nos erreurs », lui avait confié son père lors d'une de ses visites. Mais nous savons que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Les nouvelles d'Amélie arrivaient sporadiquement par l'intermédiaire des services psychiatriques. Elle suivait son traitement avec une coopération apparente, mais refusait catégoriquement de reconnaître le caractère pathologique de ses actes passés. Dans ses lettres supervisées, elle maintenait qu'elle avait agi par amour pur. « Elle progresse techniquement », expliquait Docteur Moreau, son psychiatre, lors des points réguliers. Mais sa conviction profonde n'a pas changé. Elle continue de considérer que ses actions étaient justifiées. Jeanne avait choisi de ne plus lire ses lettres, conseillée par Dr Martin de couper tout lien psychologique avec sa sœur, le temps de sa propre reconstruction. Un samedi matin, en triant des photos dans son nouvel appartement, elle retrouva son ancien appareil. Elle l'avait ressorti quelques mois plus tôt et recommençait timidement à photographier. Ces images révélaient une sensibilité qu'elle n'avait jamais pu exprimer auparavant, libérée du regard critique et contrôleur d'Amélie. David l'encourageait dans cette redécouverte créative. « Tes photos racontent quelque chose d'unique », lui disait-il en regardant ces clichés de paysages urbains et de portraits spontanés. « Elles ont une profondeur que peu de gens arrivent à capturer. » Pour la première fois depuis des années, Jeanne envisageait des projets d'avenir concrets. Elle et David parlaient de voyager ensemble, de découvrir des endroits qu'Amélie avait toujours décrits comme dangereux ou inappropriés. Son travail au centre lui apportait également une satisfaction profonde. Aider d'autres victimes de manipulation familiale lui donnait l'impression de transformer son traumatisme en force constructive. « Vous m'avez sauvé la vie », lui avait dit récemment Claire, une jeune femme de 23 ans, manipulée par sa mère depuis l'adolescence. « Grâce à vous, j'ai compris que ce n'était pas normal. » Un soir, en rentrant chez elle, Jeanne trouva une lettre dans sa boîte aux lettres. L'adresse était rédigée d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui éveillait un malaise instinctif. À l'intérieur, un simple message. « Ma chère Jeanne, j'ai beaucoup réfléchi pendant ces mois d'internement. Je crois avoir trouvé une nouvelle façon de te protéger. Plus subtile, plus efficace. Bientôt, nous pourrons être à nouveau réunis comme avant. Avec tout mon amour, Amélie. » Le sang de Jeanne se glaça. Amélie n'était pourtant pas censée pouvoir lui écrire directement. Cette lettre signifiait qu'elle avait trouvé un moyen de contourner la surveillance. En regardant par sa fenêtre ce soir-là, Jeanne crut apercevoir une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Mais quand elle regarda à nouveau, il n'y avait personne. Le bonheur fragile qu'elle construisait serait-il à nouveau menacé par l'ombre persistante de sa sœur ? 18 mois après la condamnation d'Amélie, Jeanne se réveillait chaque matin avec un sentiment nouveau, la sérénité. Son appartement baignait de lumière, les photos qu'elle avait prises, accrochées au mur, la présence rassurante de David à ses côtés. Tout témoignait d'une vie enfin reconquise. Ce matin-là était particulier. Jeanne venait de recevoir la confirmation que son témoignage écrit sur les violences psychologiques familiales serait publié dans une revue nationale. Madame Dubois l'avait encouragée à partager son expérience pour aider d'autres victimes à reconnaître les signes de manipulation. « Votre histoire peut changer des vies », lui avait-elle dit. Elle montre qu'on peut survivre à l'emprise et se reconstruire. David préparait le petit déjeuner dans la cuisine, sifflotant doucement. Leur relation s'était épanouie naturellement, construite sur le respect mutuel et la compréhension de leurs blessures respectives. Ils projetaient un voyage en Italie pour l'été, ce pays qu'Amélie avait toujours dépeint comme dangereux pour une femme seule. Le téléphone sonna, interrompant cette quiétude matinale. Dr Martin était au bout du fil, sa voix inhabituellement sérieuse. « Jeanne, j'ai une nouvelle concernant Amélie. Elle va bénéficier d'une liberté conditionnelle surveillée dans 3 mois. Son comportement exemplaire et ses progrès apparents ont convaincu la commission. » Le cœur de Jeanne se serra, mais elle se surprit à ne pas paniquer comme elle l'aurait fait quelques mois plus tôt. Sa thérapie l'avait préparée à cette éventualité. « Comment je dois réagir ?» demanda-t-elle. « En continuant à vivre votre vie, Jeanne.
Vous avez appris à reconnaître ces mécanismes. Vous n'êtes plus la même personne vulnérable qu'avant. 2 semaines plus tard, une lettre officielle arriva. Amélie demandait un entretien supervisé de réconciliation, comme le permettait la procédure de réinsertion. Après consultation avec David et Dr Martin, Jeanne accepta cette confrontation dans un cadre thérapeutique strict. Le jour J, dans le bureau neutre du centre psychiatrique, les 2 sœurs se retrouvèrent face à face pour la première fois depuis le procès. Amélie avait changé. Plus mince, les cheveux courts, elle semblait avoir acquis une forme de sérénité troublante. « Bonjour Jeanne », dit-elle d'une voix douce. « Tu as l'air épanouie. »« Bonjour Amélie. Comment vas-tu » ? J'ai eu le temps de réfléchir. Beaucoup de temps. Amélie marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Je comprends maintenant que mes méthodes étaient inadéquates. Docteur Moreau, présent pour superviser l'entrevue, prenait des notes discrètement. J'ai appris à accepter tes choix, continua Amélie. Même s'ils me font encore mal parfois. David semble être quelqu'un de bien. Jeanne observait sa sœur avec attention, cherchant les signes de manipulation qu'elle savait maintenant reconnaître. Mais Amélie semblait sincère, presque résignée. « Je veux que tu saches que je ne t'approcherai plus », ajouta Amélie. « J'ai compris que ma présence dans ta vie te faisait du mal. C'est le contraire de ce que j'ai toujours voulu. » L'entretien se termina sur une note apaisée. Mais Jeanne gardait une vigilance naturelle. En sortant, Dr Moreau la rassura. « Amélie montre de réels signes d'évolution. Mais nous maintenons une surveillance étroite. » 6 mois plus tard, Jeanne reçut une lettre qui allait donner un nouveau sens à sa reconstruction. Une jeune femme de 24 ans, prénommée Marine, lui écrivait après avoir lu son témoignage publié. « Chère Jeanne, votre histoire m'a ouvert les yeux. Ma sœur aînée contrôle ma vie depuis l'adolescence exactement comme vous le décrivez. Grâce à vous, j'ai compris que ce n'était pas normal. Pourriez-vous m'aider ?» En lisant cette lettre, Jeanne sentit quelque chose se mettre en place. Son épreuve prenait enfin un sens constructif. Elle pouvait transformer sa souffrance en force pour aider d'autres victimes. Ce soir-là, assise dans son salon avec David, elle dégustait lentement une tasse de chocolat chaud. Le goût était pur, sans amertume, sans arrière-pensée. Pour la première fois depuis des années, ce simple plaisir n'était associé à aucune méfiance. « À quoi tu penses ?» demanda David en la voyant sourire. « Je pense que certaines blessures nous apprennent à être plus fortes, » répondit-elle, « et que parfois, les épreuves les plus terribles peuvent devenir nos plus beaux cadeaux. » Par la fenêtre, le soleil se couchait sur cette nouvelle vie qu'elle avait patiemment reconstruite. Amélie était quelque part, libre mais surveillée. Leurs parents tentaient encore de comprendre et de se pardonner. Et elle, Jeanne, avait appris la leçon la plus précieuse. On peut survivre à l'amour toxique et découvrir ce qu'est vraiment l'amour authentique. La liberté se méritait chaque jour, mais elle en valait infiniment la peine.